Bonjour. Je m'assois Que dire après ce qu'a dit Édouard, qui est très, très juste et qui malheureusement correspond à une vision lucide de la réalité. Il est vrai que le monde d'aujourd'hui ne va pas mieux que l'année dernière sur bien des dimensions, et il l'a cité, et en même temps, on pourrait faire aussi une longue liste de ce qui a progressé depuis l'an dernier. Si on est seulement un observateur, ce que nous ne sommes pas, on pourrait constater qu'il y a eu d'énormes progrès en matière de médecine, dans beaucoup de domaines, que l'espérance de vie de l'humanité a augmenté de 3 mois, que l'espérance de vie en bonne santé a augmenté de 4 mois, que les progrès techniques ont changé énormément de choses dans la vie quotidienne des gens, pas seulement dans des gadgets, mais aussi dans des choses très importantes, et qu'il y a dans beaucoup de pays des dictatures qui sont tombées, des prises de conscience qui ont commencé et qui aident à penser que tout n'est pas perdu. Mais il est vrai que les tendances lourdes que nous étions un certain nombre à avoir vues depuis longtemps sont en marche, et ces tendances lourdes sont celles du désordre. Elles correspondent à quelque chose de très très profond qu'on a évoqué longuement dans les réunions précédentes ici, qui est que la grande demande de l'humanité, qui est une demande de liberté, s'est traduite progressivement par une liberté économique qui est le marché et une liberté politique qui est la démocratie, sans voir ou sans accepter une réalité évidente pourtant, c'est que le marché est par nature sans frontières, alors que la démocratie est par nature avec des frontières. Et que le marché étant par nature sans frontières, nous avions inévitablement allé vers une globalisation du marché, mais pas vers une globalisation de la démocratie, et même pas vers une globalisation de l'ersatz de la démocratie, qui est l'état de droit. Donc nous sommes, et voilà bien longtemps que nous étions un certain nombre à l'expliquer, dans un marché sans état de droit. Et on en a quelques exemples à l'échelle du monde. On a l'exemple de la Somalie, dont le gouvernement est en exil depuis 20 ans. On a l'exemple du Yémen, dont le gouvernement est en exil depuis 2 ans. On a l'exemple de la Libye, dont le gouvernement est plus ou moins éparpillé un peu partout sur le territoire et ailleurs. On voit bien que ces 3 pays sont des exemples de chaos. Le monde, c'est une sorte de Somalie, de Libye, de Yémen, et qui soit va continuer dans cette direction, soit va aller dans la direction inverse auquel on en voit les prolégomènes, c'est-à-dire puisque je ne peux pas gérer la globalisation, je ferme les frontières. Et donc on voit progressivement réapparaître la glorification de la frontière, en oubliant que fermer la frontière aux autres, c'est fermer la frontière aux idées, c'est fermer la frontière aux marchandises, c'est fermer la frontière à tout, c'est véritablement le néant. Soit on fait au contraire une étape de plus dans la prise de conscience, dans la pleine conscience, comme on disait très justement ce matin, la pleine conscience de l'unité de l'humanité, et on progresse vers un état de droit planétaire. Et là-dessus, il y a des choses qui existent. Il y a des éléments de l'état de droit planétaire qui existent. Il y a des instances qui commencent. Il y a dans cette salle de très nombreuses organisations qui sont planétaires par leur nature, les ONG, des entreprises, des institutions internationales. L'organisation d'un état de droit planétaire n'est pas inexistante, mais elle est encore extraordinairement fragile. Et si nous pensons en termes positifs, c'est-à-dire dans l'intérêt des générations suivantes, il est évident que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est avancer plus loin dans la création d'un état de droit planétaire. Comment ? Bon, la première chose à faire quand il s'agit d'avancer, c'est de ne pas reculer. Ne pas reculer, c'est ne pas reculer dans la réinstallation des frontières, là où on a réussi à les faire disparaître. Donc, pas reculer dans Schengen. Ceux qui parlent de Schengen 2 parlent d'abandonner Schengen. C'est une hypocrisie. Remettre en cause Schengen, c'est remettre les frontières. Et je le dis en disant que j'espère ne pas avoir raison, comme souvent j'espère avoir tort. Si on remet en cause Schengen, on remet en cause la construction européenne, et dans 30 ans, il y aura une nouvelle guerre franco-allemande. Parce qu'on aura oublié toutes les leçons de l'histoire. Donc, première chose, ne pas reculer dans tout ce qu'on a fait.
Deuxième chose, avancer. Et évidemment, avancer dans la construction européenne, parce que si l'Europe ne réussit pas à mettre en place un état de droit face au marché, au sein de l'Europe, comment peut-on espérer le faire à l'échelle mondiale si on n'est pas capable de le faire à l'échelle européenne? Donc d'abord, continuer. Et de ce point de vue, je ne suis pas pessimiste, au contraire, si on regarde aussi les bonnes nouvelles de cette année, nous avons eu une grande crise financière qui a abouti en Europe à la création d'une union bancaire. Formidable progrès en termes de souveraineté commune. Nous avons eu une crise grecque qui nous a amené à mettre en place un instrument en apparence technique qui s'appelle le MES, mais qui est l'amorce du ministère des Finances européen. Formidable progrès. Et la crise des réfugiés, tellement évidente que bien des gens avaient annoncé depuis longtemps, comme on peut annoncer celles qui viennent après, nous amène à commencer à penser à Frontex comme un outil utile. Je m'aperçois que je parle alors que j'étais supposé dialoguer avec... Ah non, après, André. vous avez le temps encore. Frontex, dont personne ne connaissait l'existence, devient un vrai instrument de construction européenne. Il y aura au-delà de Frontex va grandir, ça va être un vrai instrument politique commun. Il y aura au-delà de ça, il doit y avoir au-delà de ça une institution européenne chargée de l'intégration, parce que si on n'intègre pas, ça ne sert à rien de recevoir, et on en voit la nécessité tous les jours. Et il y a là, dans la construction européenne, notre rôle à nous, ici et maintenant, là où nous sommes sur le monde, une nécessité de progresser. Je crois que l'état de droit mondial se joue vraiment maintenant. On est toujours, quand on vit à une époque, et chacun d'entre nous, on vit maintenant et on ne vivra pas dans un siècle, et on n'a pas vécu dans un siècle, donc forcément la période que nous vivons, c'est la plus importante dans l'histoire de l'humanité, puisque nous sommes là. Mais malgré tout, même si nous sommes biaisés par cette réalité, c'est quand même une période tout à fait charnière qui ressemble à au moins 3 périodes récentes, une vers 1780, une vers 1910, une vers 1930, où à chaque fois l'humanité a hésité entre l'ouverture et la fermeture. Elle a 3 fois de suite choisi la fermeture, et 3 fois de suite, ça s'est traduit par des barbaries. C'est ça qui est devant nous, c'est ça que nous avons encore les moyens d'éviter. C'est ça que nous avons encore les moyens d'éviter. Naturellement, on peut se sentir tous débordés par l'immensité de l'enjeu d'un état de droit planétaire, mais malgré tout, chacun a notre place dans la construction européenne, dans le choix comme citoyens que nous avons à faire sur l'Europe, dans le choix que nous avons à faire de recevoir ou de refuser l'étranger, de recevoir au sens d'intégrer, pas de recevoir simplement de passage, dans le choix que nous avons à faire de travailler pour des institutions internationales, même des ONG minuscules, quand elles sont internationales, elles travaillent à l'état de droit planétaire. Le fait de ne pas se fermer aux autres est absolument fondamental. Et c'est là que tout se joue. Naturellement, l'état de droit planétaire, ça peut aussi conduire à des bêtises. Il existe par exemple déjà des institutions planétaires tout à fait contestables. Je pense en particulier à l'une d'entre elles, qui a un vrai pouvoir planétaire majeur, qui peut décider des règles pour ce qui la concerne, qui influent sur le comportement dans son domaine, dans le moindre village du monde, dans un sujet absolument fondamental pour l'humanité, qui est le football, où la FIFA a tout pouvoir, mais chacun sait que c'est une organisation corrompue, épouvantable, ce qui montre qu'on peut être planétaire et désastreuse. Donc ce n'est pas une garantie de qualité. Ce n'est pas une garantie parce que le fait d'être large ou petit n'exclut pas la nécessité d'être transparent et de penser toujours aux générations futures. C'est en cela que ici, ce forum, qui rassemble tous ceux qui ont envie de comprendre et d'agir dans l'intérêt des générations suivantes, à un moment où un problème particulier, celui de l'accueil des réfugiés, se pose, inévitablement nous amène à faire un grand progrès dans la conscience que nous avons, parce que nous sommes amenés à comprendre que ces réfugiés, s'ils sont bien reçus, s'ils sont bien intégrés, apportent aux générations suivantes un énorme avantage, qui est de créer les conditions d'un développement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus dynamique. S'ils sont mal reçus et s'ils sont en situation de créer l'antagonisme de ceux qui les reçoivent, alors nous entrons dans une phase de barbarie qui va être longue, durable, et dont on verra les traductions dans les élections en Europe et en particulier en France très rapidement.
Ça fait partie de l'état de droit planétaire. Je rêve d'un jour proche où les réfugiés qui arriveraient en Europe se verraient accorder la nationalité européenne. Pas la nationalité d'un des pays qui les reçoit, mais la nationalité européenne, pour créer les conditions d'une avancée vers ce qui doit être non pas un rêve, mais un projet. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, on a quelques minutes pour revenir un peu en détail sur ce que vous nous avez dit. Et on est dans un forum de l'économie positive. On a pensé positivement tout à l'heure avec cette séance de méditation. On vous entend et on a juste envie de vous croire et d'y aller avec vous et de créer cet état de droit mondial, mais on en est loin. Or, les crises, elles sont itératives, mais la crise que nous vivons en ce moment, elle est très prégnante, elle est là. Vous disiez à l'instant, c'est le moment qu'on vit qui est le plus important, et elle est urgente. Et elle était prévisible, cette crise des migrants, cette crise des réfugiés. Ça fait des années, enfin depuis la chute du régime de Kadhafi, depuis la répression menée par Bachar el-Assad, donc depuis au moins 5 ans, on prévoit cette crise. D'ailleurs, elle s'est faite petit à petit. Les réfugiés sont arrivés petit à petit. Et puis, singulièrement, depuis quelques mois, on sait qu'à la faveur de la période estivale, on savait qu'il y aurait comme ça, une arrivée massive de plusieurs centaines de milliers de personnes. Et on ne s'y est pas vraiment préparé. En tout cas, pas politiquement, je ne parle même pas des infrastructures. Et on n'a pas l'impression encore aujourd'hui que cette crise soit prise vraiment dans toute son ampleur, avec le sérieux nécessaire. Et on se demande pourquoi, parce que vous êtes un homme intelligent, et des hommes et des femmes intelligents, il y en a aussi à la tête des États, il y en a aussi à la tête des gouvernements. Donc c'est du court-termisme, comment on explique ça? On explique ça comme on l'explique dans nos vies quotidiennes. Qui a vraiment envie de prévoir son propre avenir? Qui a envie vraiment de prévoir ce qui va lui arriver? Pas beaucoup de gens. Qui ne serait-ce dans cette salle qui a envie d'aller faire un check-up? Sachant que on aurait peur du résultat, en fait. Le premier check-up est le plus difficile, après c'est plus facile. Mais personne n'a envie de faire un check-up, parce qu'on n'a pas envie de savoir. Ce qui est évidemment comme ça qu'on se condamne au pire. Parce qu'on a toujours l'impression que ça va finir par s'arranger. Et il y a cette idée qui correspond à une période qui a commencé dans les années 50 et qui se termine maintenant, qui était une période heureuse, il n'y a pas eu de tragédie. Et donc on a toujours eu le sentiment, ça finit par s'arranger. À l'échelle, si on voit la philosophie politique américaine, c'est toujours l'idée de la cavalerie qui va venir sauver la diligence. Si on prend la conception judéo-chrétienne, c'est le Messie qui finit toujours par arriver, par nous sauver. Si on prend une conception beaucoup plus politicienne, c'est l'idée classique dans la vie politique française d'un homme politique qui est peu connu, sinon pour une phrase, qui est « il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne finisse par résoudre », qui est le comportement classique d'un homme politique, et qui, dans nos vies quotidiennes, se traduit par le pire comportement, c'est la procrastination, attendre. C'est évident que cette crise allait avoir lieu, mais on préférait ne pas entendre ce qu'il disait. Moi, je vous dis, on va recevoir cette année 1 million de réfugiés en Europe. 1 million, au moins. Sur 500 millions d'habitants. Ce qui est dérisoire sur 500 millions d'habitants. Les chiffres sont dérisoires. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous regardez ce qui est là, en Libye, en Tunisie, au Liban, en Turquie, il y a 5 millions de personnes qui sont en train d'attendre un bateau pour venir en Europe. 5 millions. Bon, ça commence à faire un peu plus, parce que ça fait 1% de la population de l'Europe, ce qui n'est pas grand-chose, ça fait qu'1%, mais les chiffres sont là. Et si nous ne sommes pas prêts à créer les conditions de les recevoir, rien ne se passe. À Positive Planète, nous lançons à partir d'aujourd'hui un programme qui consiste à aider les réfugiés à créer leur entreprise. Parce que nous sommes convaincus que les réfugiés ne sont pas une charge pour l'emploi, mais sont une ressource, et qu'ils vont créer des entreprises. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de réfugiés qui ont déjà été reçus, ce sont de formidables créateurs d'entreprises. Il faut les prendre tout de suite comme des atouts, et non pas comme des problèmes. Ceci est, je crois, quelque chose qui doit être fait. Les politiques
sont débordés, et si on continue ainsi, on voit très bien ce qui va se passer. On va avoir des réfugiés qui vont mal se conduire, parce qu'ils vont être mis en situation d'affrontement entre eux, d'être condamnés par l'absence d'état de droit à des activités criminelles, et ceux qui leur sont hostiles, en France, un parti politique particulier, dire, vous voyez bien, ces gens-là sont des voyous, on ne peut pas les recevoir. Mais c'est le fait, c'est l'inaction qui conduit au pire, comme toujours dans l'histoire. C'est l'inaction des démocrates qui conduit à la montée des totalitarismes. Il faut admettre, il faut comprendre que la démocratie, ce n'est pas une situation de faiblesse, c'est une situation de force. Ce n'est pas une passivité, c'est une action. Et c'est la vraie distinction entre un homme politique et un homme d'État, et il n'y a pas beaucoup en ce moment de disponibles. Alors, on parle encore une fois d'économie positive et on a une vision assez positive, prospective de ce qui va nous arriver, mais on est dans un pays, la France, qui est connu pour son tempérament décliniste, pour son pessimisme, pour sa capacité à tout peindre en noir systématiquement. Est-ce que ce concept d'économie positive, d'état de droit mondial, c'est quelque chose qui emporte l'enthousiasme ailleurs dans le monde? Et comment vous allez convaincre les Français qu'ils peuvent y croire? Alors, les Français sont en effet pessimistes. Chacun sait, parce qu'on cite souvent cette statistique, que dans le classement de l'optimisme et du pessimisme, la France et les Français sont aussi pessimistes que les Afghans. Ce qui vraiment n'est pas compréhensible vu la situation de la France. En réalité, je pense qu'il y a dans la France, la raison pour laquelle on est pessimiste, c'est qu'on a un tel sentiment de l'extraordinaire qualité de vie, une telle exigence dans cette qualité de vie qu'on a plutôt peur de décliner que plutôt le sentiment qu'on va mal. On va pas mal, mais on est en train de décliner. Et en effet, ça tient profondément à ce que les Français ne sont pas assez confrontés par des hommes politiques à un discours sur leur formidable potentialité. Si on regarde in abstracto la France, que font beaucoup d'étrangers, car quand vous demandez si d'autres sont optimistes, je vous dis, quand on se promène à travers le monde, les gens sont extraordinairement optimistes sur la France. Ils nous voient comme un potentiel extraordinaire. Regardons, extrayons-nous de notre vie quotidienne. Nous sommes 1%, un peu moins d'1% de la population de la planète. Nous représentons encore 3 à 4% du PIB mondial. Si on prend les 30 premiers secteurs de l'économie, nous avons 1, 2 ou 3 entreprises dans les 10 premières, dans les 30 premiers importants secteurs de l'économie mondiale. Nous sommes un des rares pays développés dont la population augmente par la démographie intérieure, pas par ceux qui y arrivent. Nous sommes, en raison de l'évolution climatique, le pays le mieux placé au monde pour le climat des 100 prochaines années. Et donc, nous avons toute raison, dans une économie qui va être de plus en plus une économie de l'intelligence, du service, d'être le pays qui va accueillir les meilleurs et qui va se développer. Nous sommes, et peu de gens le savent, un des rares pays dont l'espérance de vie augmente de 4 mois par an et dont la mortalité infantile continue à décliner. Donc, notre pessimisme vient de ce que, pour des tas de raisons diverses, le discours selon lequel nous devons avoir confiance en nous-mêmes n'est pas porté par la classe politique. Lorsque les chefs d'entreprise le portent, ils le portent de façon égoïste et narcissique pour leur entreprise, ce qui est normal, c'est leur métier, ce n'est pas une critique, mais ils ne portent pas pour le pays. Et on a tristement laissé le discours de glorification à des partis extrêmes. Je prendrai une autre dimension qui nous est formidablement positive. Nous sommes membres de l'Europe qui a 500 millions d'habitants, mais nous sommes aussi membres de la francophonie qui, si on s'y prend bien, aura 700 millions d'habitants, 700 millions de personnes en 2050. Et ça sera la deuxième langue du monde en raison de la croissance démographique de l'Afrique. Donc, réveillons-nous. La France a un avenir formidable, à condition de vouloir. Vous parlez du fait que les politiques ne nous le disent pas assez. Est-ce que ce n'est pas toute l'organisation de notre société qui est à l'origine de ce pessimisme? On ne dit pas, on a souvent fait cette comparaison entre un petit Américain à l'école et un petit Français à l'école, bien que nous pensions que le monde entier nous envie notre système éducatif. Un petit Américain s'entendra dire beaucoup plus souvent qu'il doit
croire en lui, qu'il a des capacités, qu'il peut faire. S'il ne peut pas forcément faire ce que fait le voisin, il peut faire ce que lui invente. Et c'est pas tout à fait le cas en France. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont négatives dans notre système scolaire. Le système scolaire américain est catastrophique aussi dans l'école primaire et maternelle, comme le nôtre. Donc ils sont meilleurs dans le système supérieur, mais pas dans le... Et encore, ça se discute point par point. Mais c'est vrai qu'il y a une logique. Il y a deux points très négatifs dans l'ADN français, et c'est important de le dire ici. Le premier ADN négatif, c'est que la richesse héritée est bienvenue, la richesse acquise est suspecte. Donc quelqu'un qui réussit est suspect. Quelqu'un qui a hérité d'une réussite est bienvenu. Ça correspond à une vieille tradition rurale où l'héritier d'une fortune rurale est bienvenu. J'ai souvent dit que dans le monde anglo-saxon, le scandale, c'est la pauvreté. En France, le scandale, c'est la richesse. Et ça tient beaucoup à la distinction idéologique et même religieuse à l'intérieur du monde judéo-chrétien. La deuxième raison, qui est une faiblesse française, c'est que nous avons choisi, alors que nous avions le choix, nous sommes la deuxième puissance maritime de la planète, nous avons choisi d'être une nation rurale. Nous sommes le seul grand pays au monde dont la plus grande ville n'est pas un port. Ça devrait être ici, la capitale de la France. On est d'accord. Et quand François Ier a décidé de créer Le Havre, il n'a pas mis la capitale au Havre, il l'a laissé sur les bords de la Loire. Tragique erreur. Tragique erreur. Et le fait qu'on continue à se méfier des ports, c'est se méfier de ce qui vient de l'étranger, c'est se méfier des idées nouvelles, c'est se méfier du changement, c'est continuer à penser dans la répétition qui est nécessaire à l'agriculture. Le paysan a besoin que tout se répète, pas l'explorateur ou l'importateur d'idées, de gens, de nouveautés. Et donc c'est cette ouverture, c'est cette confiance en soi. Parce que pour recevoir les gens de façon ouverte, il faut croire en soi-même. Pour être accueillant, il faut savoir qu'on n'a rien à craindre, au contraire qu'on a tout à apprendre, mais qu'on ne va pas être perdu. Et donc, n'ayons pas peur de nos ennemis, n'ayons pas peur de nos amis, soyons curieux. C'est ça que les ports nous apprennent et c'est ça que les paysans refusent. Merci Jacques Attali, merci beaucoup.